L'expérience la plus marquante? C'était une veille de Noël, un matin de grisaille. Après une éternité à suivre une saleté départementale, je me dis, pourquoi je prends pas ce petit chemin qui coupe à travers les champs? En prenant cette route, tu arrives à une petite ferme aux abords de Sainte-Reine. Autour, des champs à perte de vue, à l'air malade. D'où je viens, pareil, personne. Sauf que derrière les bâtiments, si. Moi je me doute de rien, je continue avec mon petit bateau, auquel il manque qu'un baluchon. 6 bergers allemands qui jaillissent de nulle part. Un qui me mord la veste, les autres qui me reniflent. J'essaye de m'enfuir par les champs, je mets un pied dans la rigole, il se fait aspirer par la boue presque glacée. Bloqué. Obligé de rester avec les chiens. Et heureusement mon pote. Parce que sinon il m'aurait bouffé. Je sais pas si tu te figures la vitesse d'un berger allemand, mais j'en ai eu une bonne impression. J'ai vu un panneau de chain guard qui en montrait un. Je fais le 100 mètres en 5 secondes, et vous? J'avais aucune chance. Là, coincé, j'ai le temps de réfléchir, et je me dis que j'arriverai peut-être à m'en tirer en faisant la statue. Je reste planté là et ils repartent. Je fais demi-tour et il y en a 4 qui reviennent. Et tout d'un coup, je pense, putain, qu'est-ce que je suis con! Si je fais demi-tour, y a rien ni personne. Ils pourront me tuer sans problème. Mais devant moi, derrière la ferme, il y a la route, derrière la route, il y a Sainte-Reine. Ils oseront jamais traverser la route à cause des voitures et à Sainte-Reine, je serai en sécurité. Reste que j'ai commencé à faire demi-tour. Je suis éloigné de quoi de la route maintenant? 150 mètres? 200 mètres? Pas de chien pour l'instant, donc j'avance. Et puis je vois leur chef qui me dévisage, immobile. Là, je sais que je peux mourir. Les autres peuvent rappliquer, mon corps trembler, mes parents m'appeler et faire retentir la sonnerie de mon téléphone. Alors j'arrête de le regarder du coin de l'œil, j'observe et je murmure. Je te vois. Tu es un bon gardien, un bon chef. Je ne te veux aucun mal, je ne veux même pas m'attarder ici. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Et il finit par me tourner le dos. Est-ce qu'on n'est pas parti pour un putain de voyage, Noé? Ah oui. Qu'est-ce que c'est pour toi le vagabondage? Bah, c'est compliqué. Enfin, le vagabondage, ça peut être tout. C'est quelque chose. Enfin, je pense le truc le plus important, c'est l'impro en fait. Donc, je pense qu'on peut même pas vraiment le définir parce que c'est ce qui vient sur le moment, quoi. Mhm. Mais après, ce que je pourrais rajouter, si vraiment tu veux une définition, c'est, enfin, pour moi, ça serait tu vois, genre comme un concentré de tomate, c'est le meilleur de la tomate, tu vois. Mhm. Et ben, le vagabondage, c'est un concentré de voyage. Bah, tu vois, je me dis, là, on est au bord d'un ruisseau en plein Ardèche et loin de l'argent, de tout, quoi, je sais pas, de Vauquier, RN88, enfin, tous les trucs de merde. Ce serait pas ça, c'est naïf et ridicule parce que je me permets de penser ça juste à cause que je suis né en France et pas au Darfour, mais c'est ça qui serait chouette, quoi, de mettre les autres trucs au second plan et de vivre, quoi. L'idéal du vagabond. Est-ce que c'est un idéal égoïste? Eh ben, ça dépend des situations. Le vagabond, en soi, c'est quelqu'un qui vit à l'écart de la société, mais qui en même temps est souvent obligé de survivre grâce à elle. Et c'est ce qu'on pourrait appeler quelque part, si on était vraiment dans une démarche droitière de l'assistanat, ou bien alors qu'on pourrait regrouper sous le vaste champ, la grande bannière politique un peu floue qui est l'anarchisme individualiste. Mais, quelque part, en venant demander de l'aide aux gens, est-ce qu'il peut pas apporter lui aussi sa contribution? Que ce soit en aidant par exemple un paysan lorsqu'il est de passage vers sa ferme, ou bien alors tout simplement une contribution humaine en racontant ses histoires. Je me souviens notamment de ma mère qui avait accueilli un vagabond comme ça, qui allait peut-être en route vers le chemin de Compostelle, encore que j'en doute. D'ailleurs il était franco-allemand comme toi, et donc il était à la recherche un petit peu d'une espèce de communion avec Dieu, et le fait de discuter avec elle dans sa cuisine autour d'un petit déjeuner,
Ça avait créé une sorte de convivialité comme on a rarement vu, parce que c'était assez insolite. Et moi-même, je me souviens de m'être incrusté chez des gens, on avait passé finalement une super soirée. Je suis quelqu'un que l'égalité tient très à cœur, mais je pense qu'avant toute chose, il faudrait garantir certaines libertés. La liberté d'errer, par exemple, je vois mal en quoi ça pourrait nuire à une autre personne. Ouais. Tout mon idéal de vie, ça va être finalement d'œuvrer pour le bien de la communauté. Mais la communauté, il faut avant tout lui donner un sens. Donc tu peux errer de communauté en communauté pour voir laquelle te convient le mieux. Et tu peux aussi considérer que ton errance en elle-même est un cadeau pour la communauté que tu souhaites advenir. Tu es un électron libre, quoi. Tu apportes ta liberté aux autres, tu es diverti par tes histoires, tu es fait rêver. Et ça, c'est pour moi vraiment un grand idéal du vagabondage. Oui, c'est un idéal individualiste, égoïste, mais en même temps, je pense pas que... Enfin, si on dit égoïste, c'est le contraire de altruiste, dans ce cas-là, non, parce que je pense que on peut très bien être vagabond et être altruiste avec les gens qu'on rencontre, les gens, tout ça, mais égoïste dans le sens où on va pas s'enraciner quelque part et donner de soi. Est-ce que tu considérerais que c'est pas vraiment égoïste, mais est-ce que tu prendrais un terme moins péjoratif comme individualiste? Oui. Allez, remue-toi, esclave. Bouge-toi, enfin. Jeunes gens, qu'est-ce que c'est que ce travail? De mon temps, on savait porter les colis normalement, ne rechignez pas. Ah, mais quelle décadence cette jeunesse de nos jours. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est pour toi le vagabondage? Eh ben, je pense que tu vois, on en a deux conceptions très opposées. Toi, tu perçois ça comme un mode de vie à part entière. Moi, je pense que c'est possible de l'avoir simplement comme un état d'esprit. Je pourrais vagabonder ou voyager à pied comme ça pendant des jours ou des semaines, voire des mois. J'espère que j'aurai l'occasion de le faire dans la vie. Mais je considère que l'essence de tout ça, c'est pas forcément de le faire ad vitam aeternam. Qu'est-ce que c'est être vagabond exactement ? C'est une question qui est assez ambiguë. À l'époque, dans le temps, on disait en gros, c'était les clochards, c'était les SDF. C'était ceux qui se déplaçaient pour mendier d'une ville à l'autre, ou bien alors dans les campagnes. Mais en soi, il y a eu des personnes qui se sont revendiquées comme vagabondes, qui ont eu un domicile fixe. John Muir, Jack Kerouac, Jack London, Jean Genet aussi. Lui, il a fait toutes les vies, il a été soldat, prisonnier de guerre, comédien, il a voyagé de manière un peu plus luxueuse quand il vagabondait complètement d'autrefois, notamment lorsqu'il a fui de son orphelinat. Il a été également comédien, dramaturge. En fait, c'est quelque chose d'assez protéiforme le vagabondage. Et qu'est-ce qu'on retient en fait de toutes les définitions qu'on contient? Il y a toujours la notion d'errance. Et cette errance, lorsqu'elle est consentie, pour moi c'est le cœur du vagabondage, du moins tel que je le promeus. L'idée d'aller sans véritable but, avec parfois quand même un objectif, mais qui soit vague, par les chemins de traverse qui nous semblent les plus judicieux au moment où on s'y emmène, c'est pour moi une espèce de redécouverte de la nature, d'abandon de soi, et c'est quelque part le contraire du tourisme. Plutôt que de faire la découverte d'un environnement de manière superficielle, on s'imprègne pleinement de son paysage, de la moindre de ses plantes, peut-être aussi de ses habitants, de ses dialectes. Le vagabondage, au final, ça peut être une simple promenade. Mais cette promenade sera déjà un voyage. Quel grand modèle d'inspiration? John Muir, Thoreau, Rousseau? Eh ben, je vais dire Thoreau, même s'il n'était pas vraiment vagabond, parce que déjà, s'isoler 2 ans comme ça dans une cabane, ça se rapproche déjà d'une espèce de recherche de communion et de synthèse avec la nature. John Muir, je connais très peu, mais j'aime beaucoup. Enfin, il y a Rousseau, et lui, ça va être plus compliqué, parce que autant ses rêveries du promeneur solitaire, oui, il y a d'excellents passages de poésie champêtre flamboyante, mais d'un autre côté, il y a toujours le côté, comment dire,
Ah, comment se peut-il que je sois si malheureux, moi qui suis l'être le plus doux au monde, à cause de les femmes qui sont tous des chouins infâmes. Bref, ben oui, il y a des choses que j'apprécie chez cet auteur et que d'autres que j'apprécie pas. Et finalement, j'ai envie de me dire, c'est peut-être au cours des voyages que je vais former ma propre philosophie, plus qu'en lisant véritablement des livres de philosophie. C'est Ouais. important, mais ça ne fait pas tout. Bah, ça, ce que tu viens de dire, les philosophes que tu viens de dire, je les connais pas assez. Donc, moi, je partirais plutôt sur des trucs simples, genre des films comme Into the Wild ou, euh, ou American Honey aussi, dans une moindre mesure, parce que c'est pas tout à fait pareil, mais. Et aussi un documentaire d'un couple allemand qui a fait le tour du monde. Mais plus que des modèles d'inspiration, il y a aussi des contre-modèles, quoi, ce que je vois au quotidien. Par exemple, j'ai fait un métier, enfin, j'ai travaillé 2 semaines, un job de vacances en Allemagne, et je me suis dit, ces gens, même temps, je les admire, en même temps, je, je, je les comprends pas, quoi, qui passent leur vie à travailler dans une série. Ils ont construit toute leur vie autour de cette série, et moi, enfin, du coup, ça, c'est des modèles des contre-modèles, quoi. Je me dis, j'ai pas envie de devenir comme ça. Qu'est-ce que ça a été pour toi l'expérience de vagabondage la plus saisissante? Saisissante dans le fait, la mieux ou la pire? Qu'importe. Je sais pas. La pire, je pense, c'est quand même. J'étais en Ardèche tout seul. J'avais marché toute la journée, j'étais crevé et tout. Je plante ma tente, je commence à faire à manger et tout. Et là, je vois des tiques qui commencent à grimper sur mes genoux. Du coup, je l'enlève et tout. Et en plus, il y avait plein de moustiques qui allaient autour de moi. C'était horrible. Et après, mes pâtes, j'avais fait des pâtes, je me suis brûlé avec, j'ai renversé la moitié dans le champ. Et après, en fait, il y avait des bébés tiques, je m'étais assis sur un nid de tiques. Et du coup, j'avais des bébés tiques qui s'étaient accrochés à mes cuisses et à mes bras. Et j'avais rien pour les enlever. Ça existe, ça? Oui. Et c'était tellement petit que je les voyais presque pas. Et j'avais 2 techniques pour les enlever, soit avec le couteau direct, soit quand elles étaient plus grosses avec le briquet, je me cramais les tiques sur moi. C'est quoi le truc le plus pénible à faire? Bah après, depuis tout à l'heure, je fais mon spécialiste et tout, mais en soi, je suis parti une fois 3 jours en Ardèche, une fois 5 jours en Bretagne, et c'est tout, quoi. Après, il y a toujours des trucs pénibles, mais on pourrait dire, je le reprends à quelqu'un d'autre, ça se fait pas, ça. Les galères d'aujourd'hui sont les souvenirs de demain, les anecdotes de demain. Donc, ce que t'as pas envie de faire maintenant, quand tu t'en souviens, t'en rigoles, quoi. Le truc le plus pénible à faire, eh ben en fait ça dépend vachement. Parce que quand t'es avec ta famille et que tu subis les douches froides, des campings, ou bien alors la randonnée où tu chopes des ampoules, ou bien alors que tu t'engueules avec un peu tout le monde, à ce moment-là, eh ben tu aimes pas faire ce que tu fais. Dans le vagabondage c'est différent, tu es présent de ton plein gré, donc tu acceptes la plupart des conséquences qui vont te tomber dessus. Les bleus, les engelures, peut-être pas les engelures quand même, mais voilà, les ampoules, les courbatures, tout ça, quelque part, c'est souffrance. Tu les prends pour toi et tu finis presque par les aimer. La sueur, les égratignures, au bout d'un moment, tu finis presque par trouver ça sexy. Avis aux amatrices d'ailleurs. Mais, comment dire, un truc auquel je ne suis jamais fait par contre, c'est se baigner testicules comprises dans un ruisseau glacé. Est-ce que c'est un mode de vie à conseiller à tout le monde? Bah, encore une fois, là, ça va être égoïste, donc ça rejoint je crois que c'était la deuxième question. Si tout le monde est vagabond, si le monde entier est vagabond, tu peux plus être vagabond, pour moi. Parce que en étant vagabond, tu t'appuies sur les épaules des autres. Comment tu pourrais être un vagabond si personne te prend en stop, si personne te remplit tes gourdes, tu vois? Et puis, bah, je sais pas comment dire, mais forcer tout le monde à être... je pense qu'il y a des gens qui n'y arriveraient pas et qui sont heureux et complètement épanouis et tout. Non, parce qu'il y aura toujours des handicapés, des vieillards, des enfants en trop bas âge qui pourront pas vagabonder comme ça, se errer de chemin en chemin et que la Providence les garde. C'est une activité qui est quand même malheureusement encore assez associée à de jeunes gens, ou bien alors de vieux hommes, mais des
différents un petit peu, et on a un petit peu du mal à voir des personnes féminines qui erraient sur les routes comme ça, sans problème, sans personne pour les agresser. Et c'est triste, mais comment dire, je pense quand même que ça peut apporter beaucoup, notamment si on est dépressif, si on trouve plus de sens à notre société. Et se déplacer en groupe, ce serait déjà une solution pour limiter ce genre de problème. Pour toi, ce serait quoi un cinéma vagabond, ou plus largement un art vagabond? Ça serait un art qui permettrait de faire vivre le vagabondage aux spectateurs, si on par exemple prend le cinéma. Mais dans cette errance qu'est le vagabondage, il y a un côté éphémère, et le rôle du cinéma vagabond, ça serait de capturer ce côté éphémère et l'immortaliser. Est-ce qu'on est en train de faire un film? Eh ben ouais, la question peut se poser parce qu'on fait des vidéos comme ça à partir de notre voyage et on les assemble dans une espèce de schmilblick. Oui. Qu'est-ce qui nous empêche d'appeler ça un vlog? Sauf que tu vois, un vlog ça va toujours être un format très cadré, très codifié. Ouais. Le vidéaste il va toujours garder le même tempo pour pas lasser son public. Le format vidéo sera toujours 16.9. Un film déjà c'est plus expérimental et nous je pense que les spectateurs aguerris verront assez facilement qu'on a pris certains partis pris esthétiques, ne serait-ce que le ratio 4.3 pour faire comme dans les vieux films. Donc oui, je pense qu'il y a moyen de se rapprocher d'une esthétique vlog sans que ça cesse d'être un film. Au contraire, ça nous apporte de la richesse d'hybrider comme ça le cinéma avec du matériel génétique de la vidéo. Ça vient donner un cachet plus, comment dire, davantage de proximité et on cherche pas à faire de la belle image, mais davantage quelque chose qui soit authentique. Et ça, pour moi, c'est une des choses, un des critères auxquels devrait répondre un voyage d'errance où on enfermerait, où on immergerait vraiment le spectateur. Un mot de la fin? Oui, si tu veux. Je voudrais un peu relativiser ce qu'on fait là, parce que, enfin, déjà, je peux dire que j'ai vraiment pas la prétention d'être un vagabond, loin de là, pas encore. J'ai aucune expérience, et je suis loin d'être un vagabond. Je vais au lycée, j'ai une maison, j'ai tout. Et aussi que ce qu'on fait là, ce qu'on est en train de faire, de marcher et tout ça, ça serait plus une grande randonnée un peu expérimentale avec que d'un vagabondage, parce que déjà c'est très limité dans le temps et aussi limité dans l'espace. Pour toi, le vagabondage se définit un petit peu par son infinité. Voilà, par son infinité. Donc, est-ce que tu vois ça un petit peu comme un entraînement à l'errance, une manière de l'apprivoiser? Ouais, un peu comme déjà oui, et puis enfin chaque expérience apporte du nouveau quoi. Et puis pourquoi pas le faire si c'est quelque chose qu'on a envie de faire? Pourquoi se limiter à faire que des trucs purement vagabondage absolu, voilà, si ça c'est chouette de faire ça aussi. Donc, en une phrase, qu'est-ce que tu voudrais transmettre à ton public? Je vous aime. Un mot de la fin? Eh bien, il y a deux choses actuellement qui sont en train de détruire le monde, le productivisme et le consumérisme. Mais elle s'appuie sur une troisième, le conformisme. En refusant un mode de vie conforme à celui que votre système économique vous demande, par exemple en recherchant l'errance, vous vous détachez de l'injonction à produire des richesses et des nouveaux besoins qu'on vous invente pour vous pousser à consommer. Bien sûr, on s'en coupe jamais entièrement. Nous, par exemple, on doit prendre notre matériel de rando, mais on peut déjà opter pour un mode de vie plus décroissant. Si vous voulez restaurer l'écologie et les liens sociaux, le vagabondage peut être une possibilité. Turn pages in a paper. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers. Picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien. Mais l'amour infini me montera dans l'âme. Et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien. Par la nature, heureux comme avec une femme.